Mesdames et messieurs, je vous salue. Alors, ce matin, je voudrais répondre à une question que beaucoup de compatriotes m'ont posée, à savoir s'il est permis à un candidat de se prononcer sur les résultats de l'élection présidentielle au Cameroun avant le Conseil constitutionnel. Donc, la question c'est, un candidat peut-il se prononcer sur les résultats de l'élection présidentielle au Cameroun avant le Conseil constitutionnel? Au moment où je fais cette vidéo, le climat politique général dans le pays est assez tendu, n'est-ce pas? Parce que nous avons assisté à des scènes de violence dans quelques villes, je crois Kousséri, Garoua, Douala 5, Tchan, n'est-ce pas, que nous déplorons parce que aucun défenseur des droits fondamentaux, n'est-ce pas, ne peut approuver des actes de violence. Même lorsque nous pensons que le peuple a le droit de résister à l'oppression, il faut bien noter que, de par l'article 20 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui consacre cette prérogative-là, c'est dans le cadre des manifestations approuvées par la communauté internationale. Or, la communauté internationale n'approuvant pas des actes de violence, vous comprenez que ces débordements ne peuvent que recevoir la désapprobation d'un défenseur normal des droits fondamentaux. Mais en tout cas, la question à laquelle nous allons répondre ce matin n'a rien à voir avec ces manifestations qui tendent, d'après ce qui est constant, à combattre les allégations de fraude, de falsification des procès-verbaux issus des bureaux de vote. Donc c'est tout autre chose. Revendiquer, n'est-ce pas, que les résultats issus des urnes soient maintenus par les commissions départementales, c'est autre chose. Ici, j'aborde la question du droit pour un candidat de se prononcer sur les résultats électoraux avant le Conseil constitutionnel. Ça, c'est la question. Et lorsque j'aborde cette question, c'est justement au regard de tout ce que nous lisons dans la presse, n'est-ce pas, où il est fait mention de ce que le ministre de l'administration territoriale envisage de faire arrêter M. Issa Chiroma Bakary, qui a revendiqué sa victoire, n'est-ce pas, au lendemain du 12 octobre 2025. Et cette question est davantage justifiée par la sortie du président du Conseil national de la communication, donc, qui a publié un communiqué rappelant, n'est-ce pas, aux médias et donc bien aussi aux promoteurs des réseaux sociaux, n'est-ce pas, un certain nombre de principes. Mais alors la question que ces deux initiatives-là, du MINAT et du CNC, ont provoqué, c'est de savoir, mais est-ce que le Cameroun se démarquerait-il, n'est-ce pas, des autres pays pour interdire aux candidats, n'est-ce pas, de prendre position avant le Conseil constitutionnel. Donc voilà le contexte justement qui a donc suscité cette question-là et à laquelle, n'est-ce pas, sur la base des éléments de notre droit positif, sur la base des éléments de droit comparé, nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse, des éléments d'intelligibilité. Alors, donc loin de nous de valider, n'est-ce pas, la posture qu'a prise M. Issa Chiroma Bakary, parce qu'au moment où je fais cette capsule, la déclaration a déjà été faite. Il a déjà revendiqué sa victoire. Donc, ce n'est pas cette capsule qui va valider ou bien retirer ce qu'il a déjà fait. Les faits sont déjà commis. Maintenant, il est question de procéder à une analyse juridique. Et donc, le propos qui est tenu ici concerne tout le monde, tous les candidats. Tous les 12 candidats, n'est-ce pas, qui étaient en course à l'élection présidentielle. Est-ce que chacun des 12 peut, au regard de notre arsenal juridique, prendre position sur l'élection présidentielle avant le Conseil constitutionnel, notamment en termes de résultats. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, ce n'est pas un parti pris pour un candidat, c'est une analyse juridique sur les prérogatives dont jouissent les candidats, n'est-ce pas, ayant concouru à l'élection présidentielle. Et cette capsule n'a pas d'autre objectif que celui de s'assurer que les actes de chacun des intervenants, qu'il s'agisse du MINAT, du Conseil national de la communication, des candidats, s'inscrivent dans l'état de droit. Dans l'état de droit. Donc,
il est question donc de s'assurer que chaque action est conforme au droit, parce que ultimement, il est question toujours de s'assurer que l'on promeuve et que l'on protège les droits fondamentaux. Et les droits fondamentaux qui sont concernés ici, c'est le droit à l'information, c'est la liberté d'expression. N'est-ce pas, qui sont en fait, qui s'inscrivent dans la logique des principes démocratiques tels qu'on le connaît, tels qu'on les connaît, n'est-ce pas, à l'échelle planétaire. Et dans le cadre de cette capsule, je vais revenir sur des règles que j'ai déjà énoncées par le passé, notamment dans la capsule que j'avais consacrée sur les fondements juridiques qui permettent à chaque personne de compiler et de publier les résultats électoraux. La répétition étant la mère de l'enseignement, donc vous allez souffrir que nous revenions, n'est-ce pas, sur ces fondements-là. Parce que c'est les mêmes fondements qui vont nous permettre de répondre à la question que nous sommes posés. J'ai un petit cafard, il y a une crise de grippe là dehors, donc j'espère que ma voix reste intelligible, n'est-ce pas, reste audible. Je sens quand même, c'est un peu difficile. Donc si ma voix n'est pas très bonne, comprenez-moi, dans la ville de Tchang, il fait très froid et la crise de grippe dont a fait mention le ministre de la Santé publique, n'est-ce pas, affecte sérieusement la ville de Tchang. Dans toute ma maison, ici, tout le monde est presque affecté et donc moi-même, je n'ai pas été épargné. Alors, donc, pour développer dans cette thématique, je vais organiser cette présentation sur 3 points. Je vais d'abord analyser le contenu du communiqué du président du Conseil national de la communication, que je vais donc commenter. Deuxièmement, je vais rappeler les fondements juridiques, n'est-ce pas, pertinents pour répondre à la question. Et enfin, je vais terminer par quelques exemples, quelques illustrations connues, n'est-ce pas. Je ne vais pas aller à l'échelle mondiale, mais je vais surtout citer des exemples africains, c'est-à-dire proches de nous, qui permettront justement d'illustrer l'analyse que j'aurais faite, n'est-ce pas, dans le cadre de ce vidéogramme. Alors, prenons d'abord donc le communiqué du président du Conseil national de la communication. Alors, ce communiqué est ainsi rédigé. Communiqué dans le 13 octobre 2025. Alors, le Conseil national de la communication, CNC, constate avec une vive préoccupation la généralisation et l'amplification des publications hâtives et non autorisées des données présentées comme les résultats de l'élection présidentielle. Alors, cette situation propagée via les médias et les réseaux sociaux menace l'intégrité et la sincérité du processus électoral. Alors, face à cette dérive dangereuse, le CNC, qui veille au respect de la liberté de la communication sociale, conformément aux lois et règlements en vigueur, rappelle que la loi électorale, en évoquant les résultats des bureaux de vote, établit une nuance fondamentale avec le résultat définitif de l'élection. Les données actuellement diffusées sont des chiffres partiels, sectoriels et transitoires, susceptibles de contestation et de correction par les instances intermédiaires avant le prononcé définitif du Conseil constitutionnel. Alors, leur diffusion prématurée, souvent sélective et non vérifiée, vise à induire en erreur l'opinion publique et à compromettre l'intégrité du processus électoral. Le CNC rappelle aux promoteurs des médias et aux utilisateurs des réseaux sociaux que le Conseil constitutionnel demeure l'unique instance légalement investie du pouvoir de proclamer le résultat définitif de l'élection présidentielle. Alors, toute autre annonce ou publication s'arrogeant cette compétence à travers les médias constitue une atteinte grave à la crédibilité du processus électoral. En conséquence, le CNC exhorte les professionnels des médias et les utilisateurs des réseaux sociaux à faire preuve de civisme, de retenue et de responsabilité en se conformant strictement au cadre légal régissant le processus électoral. Le cas échéant, le Conseil se réserve le droit de mettre en œuvre les mesures de régulation appropriées. Donc voilà donc le contenu du communiqué du président du Conseil national de la communication. Alors, en exploitant ce communiqué, il y a des points, il y a des mentions
essentiels sur lesquels il faut insister. Alors, le président du Conseil de la communication parle des publications hâtives et non autorisées. Alors, la première question c'est, est-ce qu'on a besoin d'une autorisation pour publier un résultat de la présidentielle? Et puis, il parle des données présentées comme les résultats. Alors, cette situation probablement menace l'intégrité et la sincérité du processus électoral. Oui, donc il dit que les publications des résultats sont non autorisées. Alors, et la question c'est, qui doit donc autoriser la publication de ces résultats? Alors, est-ce qu'on doit nécessairement entendre qu'il faut absolument attendre la proclamation définitive du résultat par le Conseil constitutionnel? Et je vois surtout que il insiste sur le fait que le résultat définitif de l'élection est une prérogative du Conseil constitutionnel, ce que personne ne peut nier. Parce qu'au regard de nos législations, c'est bien le Conseil constitutionnel qui est l'instance habilitée à proclamer le résultat officiel de l'élection présidentielle. Ça ne se discute pas. C'est le Conseil constitutionnel. Mais est-ce qu'avant le Conseil constitutionnel, le fait de s'approprier les résultats et de les traiter, de les publier, est une faute? Est-ce que cela constitue une infraction? Alors, et je crois que ce qu'il faut également relever dans ce communiqué, c'est le fait de fustiger la diffusion prématurée, souvent sélective et non vérifiée. Alors là, comme le ministre de l'enseignement de l'administration territoriale, je pense que le grief qui est essentiellement fait à ceux qui publient les résultats, c'est de propager des informations qui ne seraient pas les réelles. Parce que le propos que je vais tenir ici va consister à justifier la possibilité de publier des résultats véridiques, les résultats réels. Donc, à partir du moment où les résultats sont tronqués, les résultats sont falsifiés, comme le dit le MINAT, fallacieux, mais en ce moment-là, les déclarations mensongères constituent une infraction et on tombe donc sous le coup de la loi pénale. Donc, pour que l'information soit crédible, pour qu'elle soit légitime, il faut qu'elle soit fondée, qu'elle soit justifiée. Et donc, je suis donc d'accord que le président du Conseil national de la communication puisse fustiger les résultats non vérifiés. C'est les résultats qui seraient faux. Mais ce qui est également constant, c'est que la proclamation du résultat définitif, supposant après élagage de tous les contentieux, c'est du Conseil constitutionnel. Mais en attendant, est-ce qu'on peut quand même se prononcer sur les résultats partiels? Alors, ce que je dois noter dans le communiqué du président du Conseil national de la communication, c'est qu'il ne donne aucun fondement juridique qui permet de savoir qui doit autoriser la publication des résultats, même partiels. Parce qu'on peut bien publier les résultats partiels. Alors, quelle est donc l'instance qui doit autoriser? Quel est le texte qui interdirait, par exemple, de publier ou bien de se prononcer sur les résultats électoraux? Il faut donner. On a besoin dans un tel communiqué d'avoir les fondements qui interdisent, par exemple, ce qu'il décrit. Alors, si vous vous élevez contre une pratique, mais donnez le fondement légal. C'est ça qui permet justement de construire l'état de droit. Alors, on ne peut pas se limiter sur ce qui ressemble à une opinion du président du Conseil de la communication, visant notamment à restreindre une liberté fondamentale, n'est-ce pas? On ne peut pas permettre que le président du Conseil national de la communication se comporte ainsi. Parce qu'il ne donne pas un fondement légal, un fondement juridique constitutionnel, un principe général de droit qui interdise justement la publication des résultats électoraux. Mais je dis que lorsque les résultats publiés sont faux, ne correspondent pas à la vérité, c'est les déclarations mensongères. C'est la publication de fausses nouvelles. Et c'est puni par la loi pénale. Mais pour ce qui est des résultats électoraux, ou alors de la position que peut prendre un candidat par rapport au résultat des élections, je dis, dans les démocraties qui fonctionnent normalement, souvent, l'organe en charge de l'élection a le devoir de publier les tendances sur une certaine proportion
20%, 40%, 60%, 80%. Or, notre législation ne le permet pas à Elekam. Parce que c'est une prérogative qui devrait revenir à Elekam. Normalement, au lendemain de l'élection, dès que Elekam a reçu les procès-verbaux, il devrait nous dire, au regard, n'est-ce pas, des tendances observées sur 60% des dépouillements, la tendance est celle-ci. Et on appelle cela les résultats provisoires. Dans tous les pays qui se revendiquent d'une démocratie, on connaît ce qu'on appelle les résultats provisoires, ce qu'on appelle encore les tendances. Donc, la publication des résultats provisoires, lorsqu'ils sont véridiques, n'est pas une infraction. Parce que cela s'inscrit dans les principes de la démocratie. Quand on peut avoir des résultats provisoires crédibles, notamment lorsqu'ils sont publiés par l'instance compétente, qui au Cameroun est Elekam, il n'y a pas d'objection. Mais à partir du moment où la loi camerounaise ne prévoit pas la publication des tendances par Elekam, mais ce vide doit être comblé. Ce vide doit être comblé. Est-ce que vous pensez que dans un contexte où le destin d'un pays se joue avec l'élection présidentielle, vous pensez qu'il est normal d'attendre pendant 15 jours avant de connaître le sort définitif? Non. Donc, je ne suis pas d'accord avec le président du Conseil national de la communication lorsqu'il pense que tout résultat, aucun résultat ne peut être publié. Non, ce n'est pas vrai. Surtout que les fondements juridiques existent. Alors, lisons d'abord, et là je suis au deuxième point sur l'analyse juridique, lisons d'abord l'article 113 du Code électoral. C'est une disposition que tout Camerounais devrait déjà connaître aujourd'hui. Alors, l'article 113 du Code électoral dit ceci. Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Alors, sur cette même page, vous pouvez trouver ma sortie, n'est-ce pas, réagissant à un point de presse du ministre de l'administration territoriale, n'est-ce pas, où je dis que le ministre de l'administration territoriale a raison si les résultats en cause sont des résultats tronqués, sont des résultats fallacieux. Mais si c'est des résultats véridiques, sur la base de ces dispositions, toute personne, tout Camerounais, tout candidat, tout parti politique peut compiler et publier les résultats obtenus des bureaux de vote sur la base de l'article 113. Parce que l'article 113 dit bien, le résultat de chaque bureau de vote est rendu public. Quand ce résultat est rendu public, il tombe dans le champ du droit à l'information. Et le droit à l'information est un droit consacré par l'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui dit clairement que toute personne a droit à l'information. Droit fondamental. Et à partir du moment où l'élection présidentielle est un moment où le destin d'un peuple se joue, vous comprenez que ce peuple ne peut pas être privé de l'information, fût-elle partielle. Le résultat d'un bureau de vote est une information. Elle n'est pas complète pour permettre justement de dire qui a gagné. Mais, tombant déjà dans le champ du droit à l'information, chacun peut compiler. Donc, on peut compiler dans un bureau, dans 2, dans 3, dans 4, dans 1000, dans 10 000, dans 20 000, dans 30 000, dans les 31 000 et plus bureaux de vote sur l'échelle nationale et avoir donc les tendances. Et à partir de là, on peut donc déjà savoir qui est susceptible d'avoir remporté l'élection présidentielle. L'article 113 que nous venons de lire le permet. Donc, que le président du Conseil national de la communication nous dise si cet article 113 ne s'applique pas aussi aux journalistes. Alors, si le droit à l'information est un droit de chaque individu, le journaliste n'est-il pas un citoyen? Les partis politiques, en tant qu'acteurs de la scène politique, ne sont-ils pas intéressés par ces résultats? Donc, en compilant les résultats de chaque bureau de vote, qui est rendu public immédiatement à la fin du dépouillement, on peut avoir les tendances. Et une fois qu'on a les tendances, monsieur le président du CNC, il faut maintenant penser à l'article 19 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui dit ceci, n'est-ce pas? Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
À partir de cette disposition qui est contenue dans un instrument international, c'est-à-dire au-dessus du code électoral camerounais. C'est un instrument ratifié par le Cameroun. Chaque citoyen camerounais peut rechercher, c'est-à-dire aller dans les bureaux de vote pour compiler les résultats, recevoir, c'est-à-dire rester dans son bureau, dans son QG, et recevoir les informations, n'est-ce pas, que ses émissaires lui envoient, n'est-ce pas, et répondre. Ça veut dire que contrairement à ceux-mêmes qui pensent que pour avoir les résultats, issus des urnes, il faut avoir les représentants dans tous les bureaux de vote. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. À partir des moyens dont on dispose aujourd'hui, mais on peut rester sur place et avoir les résultats des 31 000 bureaux de vote. C'est ça. On ne peut pas parler au Cameroun comme si on était au Moyen-Âge. Non. Aujourd'hui, on dispose de beaucoup de technologies. Et les technologies de la communication permettent aujourd'hui, en un point, de compiler les résultats en divers lieux. On peut, à partir de Tchang, avoir des informations qui viennent d'Australie, avoir des informations qui viennent du Canada, de l'Afrique du Sud. À plus forte raison, on peut être à Tchang et avoir les informations de n'importe quel point du Cameroun. Dès lors qu'on a mobilisé les moyens qui vous permettent d'accéder à ces informations-là, et dès lors que ces informations sont véridiques, rien n'interdit de les diffuser. On peut les traiter et les répandre. L'article 19 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples le permet. Donc on dit, tout individu a le droit de recevoir, de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen que ce soit. Et donc, à partir, lorsqu'on combine l'article 113 du Code électoral avec cette disposition, on se rend bien compte que le soir du vote, il est possible d'avoir les tendances. Le soir du vote. Mais même dans l'hypothèse où on n'a pas pu les avoir au soir de l'élection, puisqu'aucune commission électorale ne passe la nuit hors aucun membre ne passe la nuit hors de chez lui. Lorsque les opérations se closent à 18 h, généralement les bureaux de vote ont fini à 20 h, 21 h au trop. Donc à 21 h, il est possible d'avoir les résultats de 31 000 bureaux de vote, si on a mobilisé les moyens à cet effet. Et je ne connais pas un candidat qui puisse aller à l'élection présidentielle sans se ménager les moyens d'avoir les résultats issus des urnes. Ce n'est pas possible. Sinon, on est un aventurier. Mais quelqu'un qui va sérieusement compétir à une élection présidentielle, je pense, mobilise des moyens pour. Et c'est pourquoi chacun d'eux a des QG. Les QG sont là pour centraliser les différents résultats. Mais ce qui est sûr, dans les 48 heures, même si on n'a pas pu l'avoir le même soir, on peut les avoir dans les 48 heures. Et quand je le dis, c'est sur la base de l'article 115. L'article 115 du Code électoral dit quoi? Je vais le lire en entier. Les résultats du scrutin sont immédiatement consignés au procès verbal. Et on sait que les procès verbaux ne sont disponibles qu'entre les mains des membres des commissions locales. Et donc, s'il y a un parti qui n'a pas de représentant, il n'aura pas de procès verbal. Mais ne pas avoir de procès verbal ne veut pas dire qu'on n'a pas les résultats. Parce que le résultat est proclamé. Donc, on peut avoir le résultat sans avoir le procès verbal. Donc, il n'y a pas toujours de lien entre le fait de ne pas avoir de représentant et l'impossibilité d'accéder aux résultats. Non. Les résultats sont accessibles à tout le monde, y compris des personnes qui ne sont pas en compétition. Tout citoyen peut accéder à ces résultats dès lors que l'article 113 dit qu'ils sont rendus publics immédiatement à la fin des dépouillements. Donc, mais l'article 115 dit ceci. Donc, ces résultats sont consignés dans le procès verbal. Alinéa 2. Un exemplaire du procès verbal est remis à chaque membre présent de la commission locale de vote l'ayant signé. Tant mieux, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alinéa 3. L'original est transmis par le président de la commission locale de vote au responsable du département communal d'Elections Cameroun pour archivage. Cet original fait foi. Alinéa 4. Un exemplaire est transmis dans les 48 heures suivant la clôture des opérations de vote au président de la commission départementale de supervision ou au président de la commission communale de supervision, le cas échéant.
Ça veut dire que quand bien même on n'aurait pas pu accéder aux résultats officiels, aux résultats véridiques, à la fin du dépouillement, il suffit d'attendre 48 heures après. Puisque, d'après le code électoral, ces résultats vont être transmis à la commission départementale dans les 48 heures. Ça veut dire au plus tard, puisque l'élection a eu lieu dimanche, ça veut dire qu'au plus tard le mardi. Au plus tard le mardi. Et donc, le candidat qui n'a même pas pu avoir des représentants dans les bureaux de vote, ou bien qui n'a pas pu déployer des gens pour lui renvoyer les bureaux de vote, les résultats des bureaux de vote, le soir du dépouillement, peut simplement attendre. Et s'il n'y a pas de falsification, mais à partir du mardi, tous les candidats peuvent avoir les résultats. Je dis sans bouger, en restant simplement sur place, attendant au sein de la commission départementale. 48 heures après, c'est les textes qui le disent. Alors, étant donné que tous les candidats sont présents dans les commissions départementales, il y en a 58 au niveau national. Mais attendant sur place, je dis même sans bouger, sans avoir eu des représentants, si les résultats issus des urnes sont compilés et maintenus à leur état réel, 48 heures après, chaque candidat a les résultats. 48 heures après, en les obtenant officiellement au sein de la commission départementale, n'est-ce pas, de recensement des votes. Tout simplement, sans bouger. Or, nous sommes à 2 jours de l'élection, 48 heures. Et si on a les résultats sur les 58 arrondissements, sur les 58 départements, mais chacun peut faire ses additions. Chacun peut tirer les conclusions. Et justement, à partir de ce... Donc, première hypothèse, on peut, si on a mobilisé les moyens, avoir tous les résultats le soir de l'élection. Et c'est ainsi que tous les États modernes, tous les États démocratiques, généralement rendent les résultats de l'élection présidentielle le même soir. Même si ce n'est pas encore les résultats définitifs, mais encore les tendances. En France, généralement les résultats c'est à 20 heures. En France, pourtant la France, c'est plus de 2 ou 3 fois la population camerounaise. Je crois 60 millions ou 70 millions. C'est au moins 2 fois la population camerounaise. Mais la France le publie les résultats le même soir, avant que le Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, ne vienne entériner après. Donc, le soir du vote, pour un candidat qui sait ménager les moyens d'avoir tous les résultats, il peut connaître les tendances. Mais dans l'hypothèse où il ne les a pas eues, il attendra simplement au sein des commissions départementales qui doivent recevoir tous les résultats dans les 48 heures. Donc avec ça, comment est-ce qu'on veut qu'on attende le Conseil constitutionnel? Ce n'est pas réaliste. Nos textes fondent n'importe qui à connaître les tendances 48 heures après au maximum. 48 heures au maximum. Les contentieux viendront après. Il peut y avoir des contestations, ainsi de suite. N'est-ce pas? Et le Conseil constitutionnel devra les... Mais déjà 2 jours après, chacun peut avoir les tendances. C'est nos textes. Chacun peut avoir les tendances. Donc, monsieur le président du Conseil national de la communication, mais je ne sais pas sur la base de quoi vous pouvez interdire aux gens, mais 2 jours après, de ne pas publier les tendances. Chacun engage sa responsabilité. Si les tendances sont fausses, c'est la responsabilité de ceux-là. Mais ne dites pas que les gens n'ont pas le droit de publier les tendances. Puisqu'il y a eu des informations. Et dans le communiqué, vous dites bien que le Conseil national de la communication a pour respect qu'il doit veiller au respect de la liberté de la communication sociale. En fait, vous êtes chargé de la promotion du droit à l'information ou alors de la liberté d'expression. Donc, vous ne pouvez pas interdire systématiquement aux journalistes de faire leur travail alors que les textes camerounais leur donnent la possibilité de le faire. L'article 113 vous permet d'avoir les résultats le même soir. Mais à défaut de les avoir eu le même soir, 2 jours après, au sein des commissions départementales, on a les résultats. En attendant le contentieux. Et je dis, un candidat qui s'est organisé à avoir les résultats, soit le soir, soit 2 jours après, mais pourquoi est-ce qu'on ne veut pas qu'il tire les conséquences? Il peut reconnaître sa défaite. Oui. Pourquoi lorsqu'on reconnaît sa défaite, ce n'est pas un problème? Un candidat peut reconnaître sa défaite
après la compilation des résultats, soit le soir du bureau soit le soir du vote, soit 2 jours après, en exploitant les données des commissions départementales. Il peut dire oui, j'ai perdu. Je crois que Joshua aussi et Cabral Libye l'ont fait. Mais leur sortie là, ils l'ont faite sur la base des données qu'ils ont déjà recueillies. Alors pourquoi est-ce que vous ne les fustigez pas, Monsieur le Président? Mais fustigez Cabral Libye, fustigez Joshua aussi, par rapport à leur sortie. Mais leur sortie est légitime, parce qu'elle s'appuie sur des éléments textuels. Donc de la même manière qu'on peut reconnaître sa défaite. Mais Monsieur le Président, pourquoi est-ce qu'un candidat ne peut pas reconnaître sa victoire aussi? Il peut reconnaître sa victoire. Et l'annoncer déjà, sous réserve de sa confirmation par le Conseil constitutionnel. C'est de ça qu'il s'agit. Sous réserve de la confirmation par le Conseil constitutionnel. Je n'ai jamais vu où on a fustigé quelqu'un qui reconnaît sa défaite. On ne peut pas fusiller quelqu'un qui reconnaît sa défaite. Mais il le fait sur quelle base? Pourquoi est-ce qu'on ne le critique pas de s'être prononcé trop tôt? Parce que normalement, c'est le Conseil constitutionnel qui devrait dire qu'il a perdu ou pas. Mais lorsque les gens reconnaissent leur défaite, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que celui qui revendique aussi sa victoire serait un problème, serait en faute? Donc vraiment, pour l'état de droit que chacun de nous se bat à construire, je dis, interdire de se prononcer sur les résultats avant le Conseil constitutionnel, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juridiquement fondé. Parce qu'au regard des articles 113 et 115 du Code électoral, chaque individu, mais surtout chaque candidat, peut accéder aux résultats, soit le soir du vote, soit 2 jours après, sans se casser. Et connaissant ces résultats, il peut prendre position pour reconnaître sa défaite, mais surtout pour féliciter le vainqueur. Mais les résultats qu'il a ne devraient pas être différents de ceux qu'a le vainqueur. Et ces mêmes résultats qu'il a, mais lui permettent déjà de savoir le classement. Si un candidat peut reconnaître sa défaite 2 jours après, ça veut dire qu'il connaît qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième. C'est de ça qu'il s'agit. Et il peut le connaître sans faire la magie. C'est l'application des articles 113 et 115 du Code électoral. Donc vraiment, ces communiqués qui ne s'inscrivent pas, n'est-ce pas, dans l'ordre juridique camerounais, contribuent également à créer la psychose que nous vivons dans notre pays. C'est tout ça qui contribue à créer un climat délétère où les gens se sentent en insécurité, ainsi de suite. Donc vraiment, si le Conseil national de la communication est vraiment chargé, entre autres, de promouvoir le droit à l'information, la liberté d'expression, la liberté de communication sociale, il faut que ces communiqués s'insèrent dans les dispositions légales en vigueur. Donc, ça ne sert à rien de créer des traumatismes. Oui, on peut fustiger les résultats tronqués. C'est normal. Mais quand on dit que c'est des résultats partiels, la partialité des résultats ne doit pas constituer une limite. Parce que si vous avez publié les résultats uniquement d'une région, mais quelqu'un d'autre peut publier les résultats d'une autre région, et en compilant, on a les résultats globaux. Vous ne pouvez pas interdire à un citoyen de publier les résultats de son bureau de vote uniquement. C'est un résultat partiel, mais c'est une information, Monsieur le Président. C'est une information. Et dès lors que c'est une information, vous ne pouvez pas empêcher aux citoyens de la répandre. Il n'a pas l'obligation de compiler le tout. Et si le résultat est partiel, mais c'est à vous de veiller à compléter. À dire oui, les résultats qu'il a donnés, par exemple, pour la ville de Tchang, oui, c'est valable uniquement pour Tchang. Mais étant donné que l'élection présidentielle a une portée nationale, sachez que à Yokadouma, les résultats sont plutôt l'inverse de ce qu'on a obtenu. C'est votre responsabilité. Et vous empêchez donc les médias d'apporter cette contradiction-là. Parce que quand vous laissez prospérer des résultats que vous jugez partiels, je crois que c'est en permettant aux autres journalistes, aux autres médias, d'apporter les autres résultats complémentaires que finalement on a une visibilité générale de ce qui s'est passé au plan national. Donc vraiment, de mon point de vue, ces deux fondements tirés du Code électoral permettent
à chaque citoyen qui le veut d'avoir les résultats soit le soir des élections, soit au plus 2 jours après, en exploitant simplement les procès-verbaux qui seront acheminés à la commission départementale. Et maintenant, lorsqu'on combine les articles 113 et 115 du Code électoral avec les articles 9 et 19 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Monsieur le Président, chacun a donc le droit de publier les tendances dès lors qu'elles sont véridiques. C'est la seule exigence. C'est de s'assurer que les résultats que l'on publie sont les réels, notamment ceux qui ont été sortis des bureaux de vote. C'est la seule condition. Et à travers le monde, je crois que je viens de prendre, n'est-ce pas, quelques exemples nationaux sur les candidats qui ont déjà pris position. Et je ne trouve pas que leur prise de position soit véritablement une faute. Cabral Libye qui reconnaît qu'il est 2e ou 3e, c'est déjà une position. C'est déjà une position qu'il prend sur les résultats définitifs de l'élection. Cabral Libye l'a dit. Joshua aussi l'a également dit. N'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce qu'on ne les fustige pas? Pourtant, leur communiqué n'ont de sens que parce qu'ils prennent position sur l'issue de l'élection. Donc, le raisonnement à contrario permet également de soutenir qu'un candidat peut déjà dire qu'il est vainqueur. Oui, il ne faut pas nier les évidences. Vraiment, c'est la négation de ces évidences qui crée un climat délétère dans notre pays. Vraiment. Et quand il y a un climat délétère, après il y a les débordements. Et chacun se trouve en insécurité. Personne ne souhaite ça. Donc vraiment, il faut restreindre. Sachez, Monsieur le Président, que le droit à l'information, ou bien la liberté d'expression, n'est-ce pas, appliqué notamment au droit de participation à la gestion de la chose publique, sont des droits fondamentaux. Et je dis, ces droits-là, tous ces droits-là ne peuvent être restreints, comme le veut l'article 26, le tiret 10 de notre Constitution, qu'en vertu d'une loi. Donc, Monsieur le Président, votre communiqué aurait un sens si vous nous avez indiqué la loi qui interdit formellement d'exploiter les informations de nature électorale. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le code électoral ne l'interdit pas. La loi sur la communication sociale ne l'interdit pas. Mais au nom de quoi est-ce que vous allez interdire aux journalistes de faire leur travail alors que les résultats sont rendus publics? Mais quand une information tombe dans le champ, dans le domaine public, mais qui doit la relayer si ce n'est pas les journalistes? Si ce ne sont pas les journalistes. Donc vraiment, ces communiqués renforcent la psychose inutilement. Les sorties du MINAT, ça crée la psychose inutilement. Mais si un candidat s'est trompé en disant qu'il est vainqueur, laissez-le là. Mais puisque le contentieux va se poursuivre et le Conseil constitutionnel finalement va se prononcer et l'autorité ne reviendra qu'à sa décision. Mais pourquoi est-ce que vraiment on doit créer la psychose, le MINAT par-ci, le président du Conseil national de la communication par-là, alors que ces sorties-là ne correspondent pas à l'état de notre droit positif? Je dis, ni la loi sur la communication sociale, ni le code électoral, n'est-ce pas, n'interdisent la publication des résultats électoraux dès lors qu'il s'agit des résultats vrais, des résultats véridiques, sincères. Donc vraiment, de grâce, épargnez-nous de ce genre de communiqué. Ou du moins, mais donnez-nous le fondement qui vous autorise d'interdire aux gens, n'est-ce pas, de publier les tendances. Les tendances accessibles de par notre code électoral. On peut les avoir soit le soir du vote, soit 2 jours après, auprès des commissions départementales. Et il n'y en a que 58. Donc, je dis, sur la base de ces textes-là, reconnaître sa défaite n'est pas une faute. Mais revendiquer aussi sa victoire n'est pas une faute. Sous réserve, je vais préciser, de la confirmation par le Conseil constitutionnel. Cela n'enlève pas le droit qui revient au Conseil constitutionnel de proclamer le résultat définitif. Tout ce qui peut être dit avant, mais c'est les résultats provisoires. Mais c'est consacré. C'est consacré. Dans les démocraties normales, l'instance en charge de l'élection a même l'obligation de publier ces résultats provisoires. Lesquels résultats provisoires peuvent être inversés en fonction des résultats des contentieux. Donc,
Donc vraiment, ne venez pas créer au Cameroun des situations qui vont empoisonner l'atmosphère, alors que ce n'est pas en rupture avec les pratiques de toutes les démocraties telles qu'on les connaît. Je dis, dans les pays normaux, l'instance en charge des sociétés et l'ECAM, dans les conditions normales, devrait nous publier les tendances dès le lendemain. Mais comme le texte ne le prévoit pas, la nature a horreur du vide. Les journalistes comblent ce vide-là. Et à l'échelle juste à côté de nous, et je vais terminer par là, je vais citer quelques exemples pour dire que se prononcer sur les résultats électoraux avant l'instance habilitée, mais rentre dans les pratiques démocratiques, connues à l'échelle planétaire, et dont le Cameroun ne saurait faire exception. Même si le ministre de l'administration territoriale nous a dit que le Cameroun était une particularité planétaire, où le sol glisse même en saison sèche. Mais je dis, la logique pédagogique dans laquelle nous nous inscrivons nous interdit vraiment de faire comme si nous ne connaissons pas ce qui se passe ailleurs. Ou bien nous interdit de mettre nos ménages, mais au service de notre peuple. Donc, monsieur le ministre de l'administration territoriale, monsieur le président du Conseil national de la communication, nos textes en vigueur nous contrarient vos initiatives. Parce que je dis, en l'état actuel, notre droit positif, en l'absence d'une loi interdisant la publication des résultats électoraux, comme le veut l'article 26-10 de notre Constitution, je dis, vos sorties sont complètement injustifiées. Et ce sont ces sorties-là qui mettent mal à l'aise le climat politique que nous vivons actuellement dans notre pays. Parce que vous faites des sorties qui sont à l'opposé de ce qui est prévu par notre arsenal juridique. Et j'ai cité l'article 113 de notre code électoral qui prévoit l'application des résultats immédiatement. Vous avez l'article 115 qui permet, lorsqu'on n'a pas pu avoir les résultats immédiatement, de les avoir au niveau des commissions départementales. Il n'y en a que 58. Et je dis, dès lors qu'on a ces résultats par ces sources officielles, il s'agit d'informations crédibles. Et dès lors que l'information est crédible, rien n'interdit de la répandre, comme le veut l'article 19 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc vraiment, vous contribuez à créer la psychose, à empoisonner le climat politique en violation de l'état de droit, que vous-même vous essayez de clamer tous les jours. Vous ne pouvez pas clamer l'état de droit et poser chaque jour des actes qui défient les textes formellement écrits. Donc je dis, vraiment pour les besoins de sérénité, pour le retour à la paix, chaque autorité doit jouer sa partition. Et jouer sa partition, c'est respecter l'environnement juridique. Or, je dis, le cadre législatif camerounais ne permet pas au MINAC de menacer un candidat qui s'est prononcé sur l'élection avant le Conseil constitutionnel. Non. De même, le cadre législatif n'interdit pas à un journaliste de publier les résultats vrais. Et rien ne l'oblige de ne publier les résultats que lorsqu'ils sont complets. On peut publier un résultat partiel. C'est un choix. Dès lors que ces résultats sont justes, rien ne l'interdit. Maintenant, ceux qui publient les résultats falsifiés engagent leur responsabilité pénale. C'est la propagation de fausses nouvelles. Ce sont les déclarations mensongères. Le dispositif répressif est là pour s'occuper de ce genre de personnes. Mais pour celui qui est dans la vérité, rien ne lui interdit de publier les informations qu'il a en sa possession. Rien. Et je dis, point n'est besoin d'avoir les résultats complets avant de les publier. Donc, comme monsieur le président du Conseil national de la communication parle des résultats partiels, mais on n'est pas obligé d'avoir les résultats complets, monsieur le président. On n'est pas obligé d'avoir les résultats complets. Je peux publier le résultat de mon bureau de vote. C'est mon droit. La seule chose dont je dois répondre, c'est de la sincérité de ces résultats-là. Je peux publier les résultats de mon quartier, de mon village, de ma commune. Je peux faire ce choix-là. Vous ne pouvez pas me le reprocher, monsieur le président. Vous ne pouvez pas le reprocher à un journaliste. Dès lors que c'est son droit, il exerce un droit consacré aussi bien par l'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples que par l'article 19 de la même charte, mais en conformité avec les articles 113 et 115.
de notre code électoral. Donc je disais que je vais terminer cette analyse en convoquant des exemples autour de nous, que chacun est censé connaître. Je vais commencer par le Nigeria. Le Nigeria est une mastodonte. C'est une mastodonte. Parce que la dernière élection présidentielle du Nigeria, au Nigeria a eu lieu le 25 février 2025. Et pour cette élection, il y avait 18 candidats. Au Cameroun, nous n'en avons eu que 12. Au Nigeria, il y en avait 18. Mais surtout, au Nigeria, c'est 93 millions d'électeurs. Je dis bien 93 millions d'électeurs. Donc presque 100 millions. Donc plus de 10 fois le potentiel électoral camerounais. Et en termes de nombre de bureaux de vote, le Nigeria, c'est 176 000 bureaux de vote. 176 000 bureaux de vote. Et comme au Cameroun, chaque bureau de vote rend ses résultats le soir du dépouillement. Donc malgré cette étendue, malgré cette complexité de l'environnement nigérian, dès le 28 février, c'est-à-dire 2 jours après l'élection, puisque l'élection a eu lieu le 25. Donc les candidats n'ont eu que le 26 et le 27. Au 28 février, sur les 18 candidats, 10 avaient déjà reconnu leur défaite. Je dis bien 10 avaient déjà reconnu qu'ils ont perdu l'élection présidentielle. Ils n'ont pas félicité le vainqueur parce que jusqu'à la fin, les tendances mettaient au coude à coude les 3 derniers, les 3 ténors, les 3 majors. Donc il était risqué pour un candidat de féliciter déjà l'un des 3 parce que les tendances continuaient d'évoluer. On avait déjà dépouillé à peine à 80% que beaucoup avaient déjà reconnu leur défaite avant la Commission électorale nationale indépendante du Nigeria. Ce n'est pas une faute. Ce n'est pas une faute de reconnaître sa défaite. Donc, si les données permettaient à ces candidats de déterminer déjà le vainqueur, je crois qu'en même temps qu'ils reconnaissaient leur défaite, ils auraient félicité le vainqueur. Mais nous savons qu'il a fallu attendre, n'est-ce pas, le contentieux électoral au Nigeria pour départager entre Tinubu et Aboubakar. Il a fallu attendre parce que justement, les tendances étaient serrées. Mais lorsque l'écart est considérable, on n'attend pas. On n'attend pas. Un candidat peut donc déjà savoir qu'il a perdu. Et je dis, regardez le nombre d'électeurs au Nigeria. 2 jours après, dès lors que les tendances se sont dessinées, 10 candidats sur les 18 avaient déjà jeté l'éponge. Ça veut dire qu'ils ont anticipé sur les résultats en disant qu'ils n'ont pas gagné. Dire qu'on n'a pas gagné, c'est anticiper déjà sur les résultats que va proclamer l'instance compétente. Mais je dis, on peut aller plus loin en félicitant déjà le vainqueur. Quand on le félicite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reconnaît qu'il a gagné. Voilà l'exemple nigérian. Un mastodonte que tout le monde connaît. Ah, juste après le Nigeria, nous avons connu l'élection présidentielle libérienne. N'est-ce pas? L'élection présidentielle qui concernait George Weah. N'est-ce pas? Icône du football. Ancien joueur de tonnerre de Yaoundé. C'est-à-dire connu dans des Camerounais. Mais surtout ballon d'or du football. Le seul Africain jusqu'ici, depuis l'histoire du football. Donc George Weah est le candidat sortant pour l'élection présidentielle libérienne. L'élection a lieu le 18 novembre 2023. Le 18 novembre 2023. Après le dépouillement de 90%, puisque jusque-là, les tendances étaient au coude à coude. Quand après le dépouillement de 90%, George Weah a constaté que l'écart était déjà devenu trop grand. Et que les 10% restants, même s'il avait 100% sur les bureaux de vote restants, il ne pouvait pas combler l'écart. Il a reconnu sa défaite et il a appelé Joseph Boakai pour le féliciter. Et il a fallu attendre 3 jours plus tard pour que la victoire de Joseph Boakai soit reconnue par la commission électorale. Voilà des exemples. Voilà des exemples. N'est-ce pas? Donc George Weah, président sortant, a reconnu sa défaite après le dépouillement de 90%. Et je dis, il s'est prononcé ainsi 3 jours avant la commission compétente pour proclamer les résultats. Ce n'est pas une faute. Donc quand il le fait, il reconnaît sa défaite, on ne peut pas le lui reprocher, mais de l'autre côté, en félicitant son adversaire, il le déclarait déjà vainqueur, avant l'instance compétente. Ce sont des faits, monsieur le ministre de l'administration territoriale. Ce sont des faits
Monsieur le Président du CNC. Et le dernier exemple en date que je prendrai, c'est le cas du Sénégal. Le cas du Sénégal qui a été une hypothèse, n'est-ce pas, largement commentée par les Camerounais. L'élection présidentielle au Sénégal a eu lieu le 24 mars 2024. Et à cette élection, on prit part 19 candidats. 19 candidats. Mais le lendemain, c'est-à-dire que les dépouillements ont eu lieu le 24 au soir, le lendemain, c'est-à-dire le 25 mars, un jour après, 8 candidats avaient déjà appelé Diomaye Faye pour le féliciter. Je dis 8. Est-ce qu'on peut dire que cette pratique-là est illégale? Non. Parce que le dispositif juridique sénégalais est identique à celui du Cameroun. Et il faut noter qu'au Sénégal, c'est même une élection à 2 tours. Je dis bien à 2 tours. Mais les candidats félicitent Diomaye Faye à l'issue du premier tour. Nous savons tous que l'élection sénégalaise n'a pas connu un deuxième tour. Parce que Diomaye Faye a remporté dès le premier tour. Mais je dis, au sortir de ce premier tour-là, un jour après, 8 candidats avaient déjà jeté l'éponge et avaient pris le soin d'appeler Diomaye Faye pour le féliciter. Sur la base des données qu'ils avaient collectées. N'est-ce pas? Et il a fallu attendre 3 jours après pour que le Conseil constitutionnel sénégalais vienne proclamer le résultat définitif. Mais lequel résultat était déjà reconnu par toute la population sénégalaise, par la majorité des candidats. Et parmi ceux qui avaient reconnu leur défaite, et donc qui avaient félicité Diomaye Faye, il y avait notamment Amadou Ba, qui était le candidat du parti au pouvoir. Et il y avait également Macky Sall, qui était le président sortant, mais dont la candidature ne pouvait pas être posée du fait de la limitation des mandats au Sénégal. Donc c'est des faits qui doivent nous parler. Et vous voyez que dans ces pays-là, les transitions se font sans heurts. Simplement parce que les gens jouent le jeu de la démocratie. Les gens sont des gentlemen. Et quand je cite le Nigeria, c'est le pays voisin. Le Libéria, c'est un exemple que nous connaissons avec George Weah. Mais surtout le Sénégal, qui est un pays francophone. Parce qu'on croit que c'est une particularité anglo-saxonne. Non. Ce gentleman attitude-là doit également irriguer les démocraties francophones. Et je dis l'exemple sénégalais là pour nous parler. Donc, au regard de tout ce que je viens de dire là, je dis, l'arsenal juridique camerounais permet d'avoir les résultats électoraux dès le soir des élections, sur la base de l'article 113 du Code électoral. Mais je dis encore, lorsqu'on n'a pas pu avoir ces résultats le soir des élections, il suffit d'attendre 2 jours après et d'aller exploiter les résultats transmis dans les commissions départementales. En compilant les résultats de ces 58, on connaît les tendances. Et à partir de là, sans attendre le Conseil constitutionnel, un candidat peut reconnaître sa défaite. Aucun texte ne lui interdit. Mais quand il reconnaît sa défaite, c'est parce que sur la base des résultats compilés, il connaît le classement. Il peut donc déjà féliciter le vainqueur. C'est dans les usages démocratiques. Si le Cameroun se revendique une démocratie, on doit s'inscrire également dans cette logique-là. Ce n'est pas mauvais. Et je dis, il faut féliciter Cabral Liby et Joshua aussi, qui ont déjà reconnu leur défaite. Mais s'ils étaient sincères, ils devraient également aider les Camerounais à nous dire déjà qui a gagné. En tout cas, après la sortie de Issa Tiroma Bakary revendiquant sa victoire, je note qu'il y a déjà près de 7 personnalités de notre arène politique qui lui ont déjà adressé des félicitations. Je constate, ce n'est pas une prise d'opposition, mais je constate que des acteurs politiques qui sont susceptibles d'être autant intéressés au jeu électoral que le citoyen ordinaire ont déjà également félicité Issa Tiroma Bakary. Je ne crois pas que ce soit une faute. Et je dis, le fait de le féliciter n'empêche pas le Conseil constitutionnel de continuer à faire son travail. Vraiment, don de grâce, monsieur le ministre de l'administration territoriale, monsieur le président du Conseil national de la communication, vraiment épargnez-nous de cet empoisonnement de l'environnement politique. Nous n'en avons pas besoin. Laissez les textes produire leurs effets. Et je dis, l'article 113 et l'article 115 du Code électoral donnent aujourd'hui des fondements à chaque candidat de se prononcer sur les résultats électoraux longtemps avant le Conseil constitutionnel.
Je dis bien longtemps avant le Conseil constitutionnel. Tout ce qu'il pourrait dire serait des tendances. Et les tendances, par nature, sont provisoires. Ce n'est pas le résultat définitif. Parce que ce résultat définitif ne pourra être prononcé que par le Conseil constitutionnel seul. C'est constant. Mais vous ne pouvez pas, entre-temps, refuser aux Camerounais leur droit à l'information et leur liberté d'expression. Ce n'est pas possible. Surtout que cela vient du Conseil national de la communication. C'est horrible. Le Conseil national de la communication qui doit promouvoir la liberté de la communication serait, comme le président lui-même le dit dans son communiqué, mais ne peut pas être l'obstacle à l'exercice par les journalistes de leurs attributions, de leurs prérogatives. Je dis la seule responsabilité de celui qui publie un résultat électoral, c'est d'engager sa responsabilité en cas de résultat faux. Si le résultat publié est faux, c'est alors que la responsabilité doit être engagée. Et le code pénal traite ça. Mais j'ai dit, on ne peut pas reprocher à un journaliste de publier un résultat partiel. Non, c'est son choix. C'est aux autres de compléter, s'ils estiment que le résultat est partiel. Apporter le résultat complémentaire qui permet de le démentir. Mais le fait de choisir de publier le résultat d'un bureau de vote, d'un quartier, d'un village, d'une commune, d'une région, n'est pas une faute. Parce que les textes de notre pays le permettent. Il y a d'abord les dispositions du code électoral, mais il y a surtout la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, en ses articles 9 et 19. Donc je dis, au moment où la tension, n'est-ce pas, envahit l'espace politique camerounais, je dis, ce n'est pas, ça ne devrait pas venir du MINAC ou bien du président du Conseil national de la communication d'envenimer ce climat-là par des communiqués, n'est-ce pas, qui sont à contre-courant des prévisions légales. Non. Donc je dis, si l'on doit être responsable, cela suppose que nous nous conformions tous aux prévisions légales. Vraiment, que l'on s'assure que l'on agit conformément à la Constitution, aux normes internationales, à la loi, au règlement en vigueur dans notre pays. Et je dis pour l'instant, rien n'autorise le MINAT ou bien le président du CNC à faire ce qu'ils ont fait là. Leur sortie contribue à envenimer le climat, à entretenir cette situation et bien à l'enflammer, à le multiplier. Ce n'est pas normal. Donc vraiment, il était de la responsabilité de l'enseignant de droit, pédagogue, défenseur des droits fondamentaux que je suis, d'apporter ces éclairages-là. Donc j'ai dit parce que mais, tout le monde commande la sortie du MINAT, tout le monde commande la sortie du CNC. Et chacun se pose des questions. J'ai apporté ma part. J'ai donné ma part de lumière en vous citant les fondements de mes analyses. Maintenant que je me trompe, il appartient à ceux qui vont contester mes thèses d'apporter les démentis. Mais je dis, je m'appuie sur des fondements que chacun peut actuellement vérifier. Et ces fondements devraient aujourd'hui amener le MINAT ou bien le président du CNC à observer la même réserve qu'il recommande aux autres concitoyens. Vraiment qu'il soit réservé et qu'on attende que le processus électoral aille jusqu'à son terme, tel que c'est aménagé par le code électoral. Mais plutôt nous éviter vraiment ces sorties-là qui enveniment le climat, qui empoisonnent l'atmosphère et qui met tout le monde vraiment dans un état anormal. Donc je dis, voilà ma contribution, voilà mon analyse, j'attends la contradiction. Mais pour l'instant, je vous ai donné les fondements, l'article 113, l'article 115 du code électoral, l'article 9, l'article 19 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, mais surtout l'article 26 de notre Constitution, qui subordonne toute restriction à un droit fondamental à un texte légal. S'il n'y a pas une loi qui prévoit ce que disent le MINAT et le président du Conseil national de la communication, alors leurs initiatives sont illégales et s'inscrivent plutôt dans une logique dictatoriale plutôt que de promotion de la démocratie qu'ils clament tous les jours. La démocratie, c'est le respect aussi des usages, n'est-ce pas, des attitudes de gentleman, telles que nous venons de les illustrer avec le Nigeria, le Libéria et le Sénégal, pour ne nous limiter qu'à ces exemples proches de nous et encore récents. Donc vraiment, c'était la pression que je voulais donner. Alors si vous avez aimé cette capsule, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager pour rasséréner les gens.
pour calmer, pour apaiser les tensions. Et surtout, faites tenir ces capsules-là au MINAT et au président du CNC. Si vous êtes au courant de cette capsule et que vous connaissez ces personnes, rassurez-vous, assurez-vous qu'ils les ont. Et que vraiment des éléments de contradiction me soient aussi produits. Que des éléments de contradiction me soient produits. Sur quelle base le MINAT ou le président du CNC se fonde-t-il pour interdire à un candidat de prendre position sur les résultats électoraux avant le Conseil constitutionnel, alors que les textes sont suffisamment clairs pour leur donner ce droit-là? Donc vraiment, je dis, partagez cette capsule même au MINAT. Partagez cette capsule au président du CNC. Et voilà, mes adresses vont s'afficher à la fin de ce vidéogramme. En écoutant, qu'ils réagissent en me saisissant à l'une de ces adresses-là. Oui, mais ces adresses aussi sont publiées pour vous permettre justement d'interagir avec nous, notamment dans l'hypothèse d'un soutien éventuel que vous pourrez apporter à cette initiative d'éducation citoyenne. Donc sur ce, passez une bonne journée, portez-vous bien et que Dieu nous garde. Merci beaucoup.